Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'International pour un nouveau grand entretien lié à l'actualité avec RFI et le journal Le Monde. Notre invité est un homme dont la voix porte la diplomatie de son pays, le Luxembourg, depuis 14 ans. Une voix qui a particulièrement résonné ces dernières semaines. Après un échange très vif avec le ministre italien Matteo Salvini, il était question d'immigration. Mais avant de recevoir notre invité, ce document, nous sommes le 27 novembre 2014. Jean Asselborn est à l'Élysée. Avec le champion cycliste luxembourgeois, Andy Schleck. Il va recevoir des mains du président Hollande le trophée du Tour de France 2010. Le champion de l'époque ayant perdu son titre pour dopage. Monsieur le Président de la République. Jean, je suis en retard, je suis désolé. J'étais avec le président libanais. Je sais que je le ferai. Andy, mes félicitations alors pour ce Tour de France que vous avez remporté et pour lequel vous n'aviez pas eu encore la récompense promise. Et Jean, depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, me dit qu'il faut remettre ce qui revient à Andy. Oui, merci beaucoup. Alors, j'ai scrupule à le faire parce qu'en 2010, je ne vous aurais pas remis. Oui, voilà. Donc, je me fais presque au nom de mon prédécesseur. Voilà. Bah, merci. Bonjour Jean Asselborn, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vous qui avez insisté auprès du président Hollande pour qu'il remette ce trophée à votre champion. Alors, en dehors du cyclisme, c'est une passion pour vous de ce trophée. On voit l'amitié qui vous lie à François Hollande. Mais quel sens ce trophée, la remise de cette récompense avait pour vous? Est-ce que c'était une façon aussi de récompenser votre pays qui est souvent, par rapport aux affaires financières, mis en cause? Bonjour Madame Joly. D'abord, il faut dire que cette coupe, c'est une coupe des manufactures de Sèvres. Donc, remise la première fois en 1975 par le président Giscard d'Estaing à Bernard Thévenet qui avait coupé la suprématie d'Eddy Merckx. Et là, Andy m'avait dit, bon, écoutez, Contador, il a été déclassé parce qu'il avait mangé un peu de la viande un peu pigmentée. Oui, enfin, et je suis le vainqueur, mais je n'ai pas reçu cette coupe. Alors, je l'ai dit au président François Hollande, je peux dire, qui est un ami. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, tu vas venir avec Andy et on va lui remettre ce trophée. Et on l'a fait. Donc, oui, c'est l'amitié. Non, c'est d'abord, je pense... il est un fan du cyclisme, du Tour de France, François Hollande. Mm-hmm. Et puis, on a une amitié qui dure depuis 20 ans. Et puis, c'est peut-être aussi pour le Luxembourg, moi je le vois comme ça, c'est quand même un signal très positif pour notre pays aussi d'avoir été reçu à l'Élysée pour cette remise. Dont il a besoin. Alors, avant de poursuivre cet entretien avec Sophie Malibaud de RFI et Alain Salle du journal Le Monde, je vous propose ce focus, Jean Asselborn. Mm-hmm. C'est un retour sur votre itinéraire avec Philippe Randrianaraman, Rodolphe Clémendo et Audrey Demare. Sur la selle de votre vélo, Jean Asselborn, vous ne lâchez rien, même quand la pente est rude. 12 000 km par an à bicyclette, c'est beaucoup, c'est peu, comparé au nombre de kilomètres parcourus depuis 15 ans à votre poste de ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, une longévité inégalée en Europe. Depuis 2004, vous êtes au chevet d'un monde en plein bouleversement. En septembre dernier, on découvrait votre franc-parler face au ministre de l'Intérieur italien, populiste, Matteo Salvini. Au Luxembourg, on avait des dizaines de milliers d'Italiens qui sont venus comme migrants, qui ont travaillé à Luxembourg, pour que vous, en Italie, vous avez l'argent pour payer pour vos enfants. Merde alors! Jean Asselborn, vous défendez une Europe ouverte, rejetez le repli nationaliste. Élu socialiste de Stanford, votre ville natale, vous arrêtez vos études à 18 ans, débutez comme employé dans un laboratoire avant de reprendre le chemin de l'école. Votre pays, 600 000 habitants, dont 1 sur 2 est d'origine étrangère, est l'un des plus riches au monde et plus généreux que ses voisins. 1% de son PNB est consacré à l'aide au développement. Vous revendiquez jouer dans la cour des grands, notamment sur les dossiers du Proche-Orient. Grâce à notre présence au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Luxembourg a pu suivre ces événements en direct et en partie les influencer en tant que membre non permanent.
als net permanente membre. Votre pays, longtemps critiqué comme paradis fiscal au cœur de l'Europe, n'est pas inscrit sur la liste noire de l'Union européenne. Mais est-il pour autant irréprochable ? Des pratiques d'optimisation fiscale font encore débat. Jean Asselborn, Sophie Malibaud de RFI à l'instal du Monde nous ont rejoint. Sophie, une première question. Jean Asselborn, vous êtes donc arrivé à ce poste de ministre des Affaires étrangères en 2004, ça fait 14 ans. Vous êtes doyen des ministres des Affaires étrangères en Europe. Et donc, avec ce recul, je voudrais vous demander comment vous percevez l'état du monde aujourd'hui. Bon, en 2004, pour le dire en quelques mots, je pense qu'il y avait un espoir énorme. C'était donc la fin de la guerre d'Irak, c'était la réconciliation qu'on a essayé de trouver avec les États-Unis. La relation entre la Russie et l'Amérique n'était pas bonne, mais elle était beaucoup meilleure qu'aujourd'hui. Le président Abbas avait été élu en 2005 en Palestine, donc on était vraiment persuadés qu'on va trouver maintenant un accord sur le processus de paix. Les Balkans, on avait déclaré en 2003 que tous les pays des Balkans seraient membres de l'Union européenne, s'ils remplissent les conditions, évidemment. Enfin, je pourrais continuer, mais c'était quelque chose où on avait beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, si vous me demandez en un mot, je pense que pas seulement moi et vous, mais beaucoup de gens, ils ont peur. Ils ont peur, donc on casse le multilatéralisme. Bon, on va revenir sur ces propos de M. Salvini, mais on est en train, je pense, de redécouvrir un langage qui était un langage des années 1930. Ce n'est pas le langage qu'on doit utiliser maintenant. Le nationalisme que M. Trump appelle le patriotisme est beaucoup cité. Donc il y a une certaine peur. Et puis aussi ce manque de solidarité dans l'Union européenne qui fait quand même que nous sommes dans une situation différente de celle de 2004, oui. Alain Sall. Alors, effectivement, l'élection de Donald Trump change un peu cette vision de l'état du monde. Ses rapports sont assez tendus avec l'Europe. Est-ce que vous diriez que vous avez l'impression que les États-Unis sont toujours un allié de l'Europe et vice-versa ? Moi, j'ai entendu le discours de M. Trump aux Nations Unies il y a quelques jours. Bon, c'est un discours qui est axé pour casser le multilatéralisme et America First. Donc, chaque pays doit démontrer qu'il est souverain et qu'il fait le meilleur de son possible. Alors, si tous les pays font cela, on n'a pas besoin de multilatéralisme. C'est la souveraineté à nouveau, c'est le patriotisme. Enfin, derrière ce mot se cache un certain nationalisme. Et on n'est plus dans une relation de valeur avec les États-Unis, mais plutôt d'intérêt. C'est très mal, à mon avis. En même temps, les Européens ont vu arriver Trump. Est-ce qu'il vous semble qu'on a sous-estimé le séisme que ça pourrait représenter ? Oui. Bon, il y a trois facteurs, je dirais. La crise migratoire, 2015, les Brexit, le 23 juin 2016, et puis l'élection de M. Trump. Donc, dans tout cela, vous trouvez des éléments pour briser... On croyait que l'Europe, c'était un perpétuum mobile qui est là, et on n'a pas à le défendre, on n'a pas à défendre son essence. On a eu des débats sur le traité constitutionnel, sur l'euro et tout cela, mais jamais on a contesté l'essence même de l'Union européenne. Et donc, on est confronté à quelque chose. Il faut contrer ces propos qu'on n'a pas besoin d'Europe, et qu'il faut une autre Europe qui ne respecte pas les valeurs et les critères de Copenhague. Là, il faut vraiment être très sec, très dur, parce qu'on ne peut pas remettre un projet européen à nos enfants qui vivent dans le 22e siècle, enfin, vers le 22e siècle, avec une Europe qui est brisée. Alors, on va parler longuement de l'Europe. Qui n'est plus humaniste, disons. Monsieur Asselborn, on va parler longuement de l'Europe dans quelques instants, mais restons sur le monde. La semaine prochaine, le 14 octobre, la capitale arménienne, Erevan, organise le 17e sommet de la francophonie. On devrait connaître à cette occasion le nouveau nom peut-être de la secrétaire générale. Il y a deux candidates. Michaël Jean, qui est aujourd'hui la titulaire du poste. Et puis, il y a Louise Mushikiwabo, la ministre des Affaires étrangères rwandaise, que vous avez rencontrée il y a peu. C'est une indiscrétion, mais vous l'avez assuré de votre soutien ? Écoutez, Louise, elle est supportée par l'Union africaine et aussi par le président français. Par le président français. Pourquoi vous l'appelez par ça ? Oui, parce que l'autre nom, elle m'appelle Jean, moi je l'appelle Louise. Bon, on se connaît depuis une dizaine d'années. Bon, alors, je crois que c'est pas rien, cet appui-là. Donc, on va chercher le consensus, comme toujours, à Erevan.
Moi, je me rappelle des réunions de la francophonie où on a cherché le consensus pour savoir si c'est Erivan ou si c'est Tunis. Je crois qu'on va trouver... C'est une bonne candidate ? C'est une bonne candidate. Évidemment, Madame Jean, je ne vais pas la critiquer ici. Je crois qu'il y a des raisons pourquoi le président français et l'Union africaine ont pris leur... Mais ce qu'il faut éviter, c'est que d'un côté l'Union africaine, de l'autre côté tout le reste de la francophonie. Non, ça c'est un danger qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Par ailleurs, cette organisation, la francophonie, elle porte aussi des valeurs, enfin, c'est ce qu'on disait jusqu'à présent. Ça va être compliqué pour quelqu'un qui appartient à un gouvernement d'un pays dont le chef de l'État est à la tête du pays depuis 18 ans. Ça va être compliqué maintenant de revenir sur le sujet, par exemple, de la limitation du nombre de mandats ? Oui, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Et je trouve que je ne suis pas le seul. J'étais dans des réunions lors de notre temps au Conseil de sécurité où Ban Ki-moon a toujours répété, si en Afrique surtout on ne respecte pas la Constitution, on va contre le mur. Et je crois que le président rwandais, il a fait ce geste-là, qui à mon avis n'est pas un bon geste. Vous savez ce qui s'est passé dans le pays voisin, au Burundi, avec des milliers de morts et avec l'anarchie. Bon, cette anarchie ne règne pas au Rwanda maintenant, mais quand même, c'est un pas donc qu'il a franchi que je ne peux pas supporter en tant que quelqu'un qui respecte la Constitution, mais même dans les pays, surtout dans les pays africains. Est-ce qu'il serait aussi possible que la francophonie franchisse un autre pas? C'est avec l'Arabie Saoudite qui postule de nouveau. C'était déjà le cas à Madagascar. Est-ce que c'est envisageable d'imaginer l'Arabie Saoudite comme membre observateur de l'OIF? Deux choses, madame. Il faut que la francophonie se base sur le français. Hein? Sinon, on est dans un autre monde. Vous avez le Commonwealth qui se base sur l'anglais. Donc là, c'est la culture française, comme vous dites, avec tout ce que cela rapporte. Et deuxièmement, je crois que sur l'Arabie Saoudite, je ne vais pas vous donner un secret, mais je crois qu'on trouve une solution. Ah, dans quel sens? Que pour l'instant, ce n'est pas peut-être encore l'instant de prendre une décision. À Erevan. Alors, si vous voulez bien, nous allons poursuivre sur l'Europe. Vous êtes, Jean Asselborn, on l'a compris, hein, et vous l'avez montré, un Européen convaincu. Vous avez dit du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qu'il faisait honte à l'Europe, qu'il piétinait ses valeurs. Vous l'avez même qualifié de dictateur. Le Parlement européen a enclenché le fameux article 7, hein, qui, à terme, peut retirer à la Hongrie son droit de vote au sein du Conseil de l'Europe. C'est une procédure qui est déjà en cours pour la Pologne. Beaucoup disent qu'elle n'aboutira pas. Oui. Alors, est-ce qu'elle est inefficace? Alors, comment on fait face à des pays comme la Hongrie, la Pologne? Et est-ce que, par exemple, on ne peut pas utiliser d'autres moyens de pression, comme par exemple ne pas verser à ces pays les fonds structurels européens? Bon, c'est beaucoup de questions. Commençons par la Hongrie. Ça a commencé en 2010, c'est pas nouveau. Et on a commis des fautes au Conseil, au Parlement européen, dans des familles politiques, et on l'a laissé venir, et puis maintenant, on est là où on est. C'est très grave. La Pologne, vous avez tout à fait raison, on est en pleine discussion sur l'article 7, c'est-à-dire de retirer le droit de vote. Et là, ce qui me frappe, et je le dis maintenant parce qu'il faut le dire, tous les pays qui sont intervenus sont des pays soit fondateurs, soit des pays un peu plus de l'ouest de l'Europe. Tous les pays baltiques, les pays de l'Est, ne se sont pas impliqués dans la procédure de l'article 7. Alors, ce qu'il faut quand même voir, c'est que l'Europe a sorti ces pays de l'indépendance des juges, de la justice, du contrôle de la presse et tout ça. Donc, l'Europe, c'est l'Europe qui est quand même qui est le garant des valeurs fondamentales. Et les pays... La Pologne, c'était la référence pour l'élargissement. Malheureusement, c'est devenu maintenant une référence pour ceux qui ne veulent plus comprendre qu'il faut respecter les critères de Copenhague, c'est-à-dire la démocratie européenne. Et vous avez l'Allemagne qui est historiquement dans une terrible situation, c'est clair. Et je pense qu'avant les élections pour le Parlement européen, sur l'article 7, on va continuer le processus, mais aucune décision ne sera prise. En ce qui concerne la Hongrie, Orban, il a toujours des adeptes, même dans les PPE,
qui les défendent. Et donc, je ne comprends pas que quelqu'un qui veut une société illibérale, c'est-à-dire le contraire d'une société libérale, puisse être appuyé par des partis classiques, familles classiques en Europe. On a vu quand même une certaine division là au sein du PPE pour presque la première fois sur le cas d'Orban. Mais vous parliez au fond des pays de l'Est, mais je veux vous dire, il n'y a pas forcément que la Hongrie et la Pologne. On voit beaucoup de dangers en ce moment en Roumanie sur des attaques sur la justice. Ils ont limogé la procureure qui était en charge des enquêtes sur les affaires politiques. J'ai pas vraiment l'impression que les socialistes européens fassent grand-chose là-dessus. Oui. Bon, mais ils doivent faire quelque chose. On ne peut pas accepter ce qui se passe maintenant aussi, ce qui se trame, disons, en Roumanie. Et la Roumanie va être la prochaine présidence de l'Union européenne, il ne faut pas l'oublier. Mais ce que je voulais dire encore... donc vous avez une terrible contradiction dans la logique de ceux qui veulent, en fait, je le dis, détruire l'Europe. Vous avez d'un côté M. Salvini qui demande la solidarité, qui demande la solidarité, et je lui donne raison. Donc on a laissé l'Italie seule. Face au problème qui demande la solidarité. Mais son meilleur allié et celui qui a détruit la solidarité, c'est M. Orban. Et donc là, en n'acceptant pas la relocalisation, en n'acceptant pas de répartir la charge de la migration. Et là, cette contradiction-là, on ne peut pas la comprendre. C'est vraiment quelque chose de très illogique. Et je pense que ces deux extrémités se joignent pour détruire donc l'Europe humaniste. Oui, mais même sur la solidarité, il n'y a pas que M. Orban. Au fond, au moment où avait été mis en place ce plan européen de relocalisation de réfugiés au moment de la grande vague de 2015, tous les pays, enfin pas tous les pays, certains ont été un peu forcés, ont accepté de souscrire à ce plan. Et les pays, même les plus volontaires, souvent n'ont pas respecté leurs quotas et leurs obligations. Et ce plan a échoué, pas à cause de M. Orban, mais à cause du fait que les autres pays non plus n'ont pas accepté. Monsieur Sall, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que si... Bon, pour commencer, j'étais 2 fois à Prague, j'ai visité, lors de notre présidence en 2015, les pays Visegrad. Ils m'ont dit, Jean, les pays de l'Est, Pologne, Hongrie... voilà, fais voter, et si c'est voté, je pense qu'on va trouver une solution. J'ai fait voter... Et le lendemain, ils sont allés devant la Cour européenne de justice, et la Cour européenne de justice leur a donné tort, parce que la relocalisation, il faut la pratiquer, parce que c'est une loi européenne. Deuxièmement, vous dites, moi je suis clair en un mot, si M. Orban, c'était lui la tête de ce mouvement-là, n'avait pas pris cette position-là, on ne serait pas dans une crise migratoire. On aurait pu aider beaucoup mieux l'Italie, on aurait pu... travailler sur une solution européenne sur la migration. Européenne, pas française, pas hongroise, pas luxembourgeoise. Et ça, c'est le grand problème, parce que lui c'était le premier de ceux avec la République tchèque à l'époque, et puis après avec la Pologne, qui était à la tête de cette désolidarisation de la crise migratoire en ce qui concerne la répartition de la charge. Et là, c'est le reproche que je dois lui faire. Sans lui, je pense qu'on ne serait pas dans cette crise où on est maintenant. Alors, puisqu'on parle de la question migratoire, vous êtes énervé assez vivement contre le ministre de l'Intérieur italien. C'était le 14 septembre dernier, lors d'une réunion européenne. Ce moment a été filmé, à votre insu d'ailleurs, par les équipes du ministre italien. On l'écoute. Peut-être qu'au Luxembourg, il y a ce besoin, mais nous, en Italie, nous ressentons le besoin d'aider nos enfants à faire d'autres enfants et de ne pas avoir de nouveaux esclaves pour supplanter les enfants que nous ne faisons plus. Nous sommes absolument disponibles à ouvrir un dialogue avec tous. Allez. Je réponds calmement à votre point de vue, que je ne partage pas. Si au Luxembourg, vous avez besoin d'une nouvelle immigration, moi, en Italie, je préfère aider les Italiens à fonder une famille. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi gentiment finir. Au Luxembourg, on avait des dizaines de milliers d'Italiens comme migrants qui ont travaillé à Luxembourg pour que vous, en Italie, vous avez de l'argent pour payer pour vos enfants. Merde alors.
Alors c'est un moment assez inédit dans la carrière d'un ministre, d'un diplomate. Le langage que vous utilisez là, à ce moment-là n'est pas très diplomatique. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là et qu'est-ce qui vous a particulièrement agacé dans les propos du ministre italien? D'abord, madame, je ne suis pas diplomate. Donc, je travaille dans la diplomatie, je fais de mon mieux, mais je ne suis pas un diplomate. Deuxièmement, j'avais dit deux choses, il faut les répéter. J'ai dit, il faut qu'en Europe, on respecte les conventions, surtout la Convention de Genève. Il faut rappeler qu'on était... Voilà. Les migrants qui sont éligibles au droit d'asile. Oui. Il faut voir, c'était une réunion à Vienne pour travailler sur le partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne pour trouver des solutions communes, avec des ministres africains et des ministres européens. Donc, ça, c'est le premier. La deuxième chose que j'ai dite, c'est ce qu'on dit depuis 2015. Et on était à Valette, à Malte, on a dit il faut pousser la concrétisation de la migration légale. C'est tout ce que j'avais dit. Bon, parce que il y a un vieillissement de la société européenne, on va perdre des millions d'emplois, enfin de gens entre 18 et 65 ans jusqu'à l'année 2050, donc il faut rajeunir les populations. C'est pas moi qui le dis, c'est les Nations Unies. Est-ce que vous ne faites pas un amalgame là, entre un argument migratoire et le problème du droit d'asile, qui sont tout de même deux problèmes différents? Oui, mais laissez-moi juste finir. Bon, ça c'était ce que moi j'avais dit. Hein. Donc, j'avais en aucune espèce, j'ai agressé l'Italie. Hein. C'est deux choses que l'Europe dit depuis 2015. Alors, lui, d'abord, il a dit, les conventions, si ça ne plaît plus, il faut les changer. C'est-à-dire qu'on change le droit international parce qu'il ne plaît plus. Et puis, la deuxième chose, vous l'avez bien dit, bon, si on dit qu'on veut un partenariat et que les Africains sont des esclaves, indirectement ou directement, ça ne marche pas. Il y a eu une protestation de l'Union européenne. Alors, j'ai utilisé ce mot de Cambronne à Colville, à Waterloo, ajouter du mot « alors » pour adoucir un peu le propos. Donc, ça veut dire « basta ». Arrêtez cela. J'ai pas dit que l'Italie était ce que M. Salvini a dit, ni les Italiens. C'était un cri du cœur pour dire « arrêtez cela ». Vous sentez toujours C'est un langage qui est utilisé dans les années 1930 et pas aujourd'hui dans l'Union européenne. Mais la colère n'est pas tout à fait retombée. Mais est-ce que quand même est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un vrai défaut de solidarité de l'Europe à l'égard de l'Italie dans l'accueil des réfugiés et qui a conduit quand même en partie à la victoire de M. Salvini? Monsieur Sall, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que je dis, ceux qui ont détruit la solidarité dans l'Union européenne à partir de 2015 ne peuvent pas être les meilleurs alliés de M. Salvini qui demande la solidarité. Ça, c'est l'illogique qui se trouve là-dedans. Donc il faut une arrière-pensée pour s'allier à des gens qui veulent en fait que l'Europe échoue. Oui, mais c'est pas seulement... C'est pas seulement M. Orban, quand même, une fois de plus, parce que la solidarité n'est pas toujours respectée à Vintimille, par exemple, par les Français. Quoi. Et c'est ça qui a été ressenti par les Italiens. Une sorte d'injustice aussi. Oui, vous avez tout à fait raison, M. Sall, mais il faut bien voir le problème en ce qui concerne la migration. Nous avons Dublin, et on n'arrive pas à réformer Dublin. C'est-à-dire que les pays sur les frontières maritimes ou les frontières extérieures, ils ont toute la charge. C'était la Grèce, c'était l'Italie, c'est maintenant aussi l'Espagne, qu'il ne faut pas oublier. Et il faut trouver, il y a une proposition de la Commission sur la table, mais qui bloque à nouveau? Les mêmes bloquent à nouveau pour trouver une solution pour Dublin. Et vous avez raison, ce n'est pas seulement M. Orban. Mais écoutez, tant qu'on n'arrive pas à avoir une politique migratoire européenne qui soit supportée par toute l'Europe et partagée solidairement par toute l'Europe, on ne va pas arriver à trouver des solutions. L'argument démographique, pardon, est-ce que ce n'est pas à double tranchant? Parce que ce que l'on voit très bien, c'est que ça va un petit peu dans le sens de ceux qui agitent ces peurs du grand remplacement. Et est-ce que ce n'est pas ça qui justifie aussi des réflexes identitaires tels que ceux que l'on peut voir avec M. Salvini précisément? Oui. Bon, je dis pas maintenant que c'est le seul argument, mais c'est un argument que l'Europe a besoin de migration pour lutter contre le vieillissement de sa société, qui a été sorti par Kofi Annan il y a 10 ans, quand il s'est projeté en 2050 pour voir l'évolution démographique, pas nécessairement en France, mais dans beaucoup d'autres pays, comme l'Allemagne et d'autres. Et donc, c'est quelque chose c'est un acquis
dans l'Union européenne. C'est un acquis depuis 2015. Il faut montrer aux Africains, si on veut un partenariat, que l'Afrique n'est pas seulement là pour accepter les retours, mais qu'on donne aussi quelque chose, qu'on essaie d'organiser une migration légale de l'Afrique vers l'Union européenne. Ça, c'est le... Si on veut un partenariat, il faut aussi donner quelque chose. Et pas seulement dire... vous êtes là pour accepter ceux que nous, on ne peut pas, qui ne tombent pas sur la Convention de Genève. C'est clair, c'est juste. Alors, la Convention de Genève parle de protection pour ceux qui ont besoin de protection. Sous certaines conditions. Monsieur, quelque chose de très concret. On aimerait avoir une réponse très, très concrète à une situation qui se pose aujourd'hui. On a vu hier des manifestations concernant le bateau humanitaire, l'Aquarius, qui aujourd'hui n'a plus de pavillon. C'est-à-dire qu'il n'a plus de passeport pour naviguer dans les eaux internationales et pour aller sauver les migrants naufragés. Je rappelle qu'il en a sauvé près de 30 000 depuis qu'il mène ses campagnes. Est-ce que le Luxembourg est prêt à donner le pavillon au bateau? Parce que vous parlez beaucoup d'Europe et de solidarité européenne. Est-ce que ce bateau ne devrait pas avoir un pavillon européen aujourd'hui, puisque Gibraltar l'a retiré et le Panama vient de lui retirer, on dit beaucoup, sous pression italienne? Bon, écoutez, j'étais à New York quand j'ai reçu ce message que le pavillon a été retiré, donc ce bateau de Panama. Dans l'heure, j'ai téléphoné à Dimitris Avramopoulos, qui est le commissaire compétent, qui était aussi à New York. Je lui ai dit, écoute, tu dois faire quelque chose, la commission, elle doit s'en occuper. Et il m'a répondu, on va travailler immédiatement là-dessus. Et s'il faut de la solidarité en Europe, je pense... le Luxembourg n'a jamais nié sa solidarité. On a accepté des gens de l'Aquarius et d'autres bateaux. Est-ce que vous en avez parlé au sein du gouvernement luxembourgeois? Non. D'abord, il n'y a pas de demande officielle pour que le Luxembourg prenne... Écoutez, le Luxembourg nous avons un pavillon maritime pour les bateaux marchandises. Hein, et c'est peut-être une administration de 6 ou 10 personnes. C'est très petit. Mais est-ce que c'est un geste symbolique fort? Oui, mais c'est aussi des responsabilités qu'il faut assumer. Est-ce que techniquement, on a les moyens de le faire? Mais moi, je ne suis pas contre. Je laisse travailler la Commission et on va voir la proposition de la Commission. Alors, si vous voulez, on peut peut-être parler maintenant des élections de la semaine prochaine qui ont lieu dans votre pays. Le Parlement devrait être renouvelé, c'est 60 députés. Ça peut être la fin de la coalition au pouvoir. Dont peut-être que votre parti, le Parti socialiste ouvrier, pourrait ne plus être représenté au gouvernement. L'alternance avec un parti populaire chrétien social qui pourrait revenir. En ce qui vous concerne, question très, très concrète, vous quitteriez le gouvernement si votre parti n'est plus au pouvoir et vous le quitteriez à regret? Madame, nous sommes en démocratie. Hein. Je suis ministre, comme vous l'avez dit, depuis 15 ans dans différentes coalitions. 14 ans presque. Oui. Nous sommes... il faut laisser parler l'électeur. Au Luxembourg, on ne fait pas de coalition avant le résultat. Je peux vous dire que cette coalition, elle a bien défendu le Luxembourg. Je crois qu'on va y revenir sur la réputation du pays. Du temps des LuxLeaks, on a redressé la barre. Sur les affaires donc voilà, c'est déjà une chose très importante. Et on a fait de notre mieux. On a fait quelques réformes sociétales qui, depuis des dizaines d'années... Vous le quitteriez à regret? Écoutez, je n'ai pas le choix. Si mon parti n'est plus dans la coalition. Est-ce que le parti d'opposition, enfin les chrétiens sociaux, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui, dit-on, qu'en 2013? Non, M. Juncker n'est plus là, ça c'est clair. Oui. Voilà. Est-ce que votre pays est vulnérable aussi à cette tentation identitaire qu'on voit émerger un petit peu partout en Europe? Ça, c'est une question très importante. Indépendamment, à mon avis, de la coalition prochaine, je vous le dis, mon pays ne sera pas pénétré par l'AFT ou par des fronts populaires ou comme fronts nationaux. Le Parti populiste a très peu de oui, c'est même pas un parti populiste. Il y en a quelques individus qui tournent là autour de la plaque, mais c'est pas. Il faut pas en parler parce que ça ne sert à rien. Alain? Non, je veux dire que les forces de pénétration de ceux qui sont du côté
du Front National, enfin il s'appelle maintenant Front Populaire, Rassemblement National. Rassemblement National, pardon, et puis de l'AfD, ça n'existe pas au Luxembourg. Et ni aussi la philosophie de la Lega n'existe pas au Luxembourg, et je remercie les Luxembourgeois pour cela. Vous avez, je voudrais revenir sur la question de l'Italie, mais surtout sur la question la plutôt financière et de la dette italienne. Est-ce que vous êtes inquiet de l'évolution de la situation budgétaire de l'Italie? Et est-ce que vous pensez que l'Europe, qui a surmonté la crise grecque, qui s'est dotée de nouveaux instruments pour ça, est-ce que ces instruments peuvent supporter une dérive italienne? Oui. Enfin, je suis très clair avec vous. Je ne pense pas qu'à la fin du compte, il y ait des gens qui font du suicide financier en Italie. Et j'ai confiance dans la Commission de faire respecter les critères de Maastricht. C'est évident. C'est pas seulement l'Italie, c'est surtout l'Italie aussi, mais c'est aussi toute la zone euro qui en dépend. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense que ce qu'on a, ce parapluie, ce wrangling mécanisme, il a suffi pour la Grèce, pour le Portugal, pour l'Irlande à un certain moment, mais il ne servira à rien quand l'Italie tombe dans une situation... C'est la troisième économie de l'euro. Donc c'est un grand pays et dont on a besoin. C'est un pays... Bien. Ce que je voulais dire, c'est que je crois que le président Macron, il a tout à fait raison. Il faut qu'on arrive à avoir un fonds monétaire européen. Avec le couple franco-allemand, sur ce point-là, tout comme pour le budget, il y a Meseberg, mois de juin de cette année, mais ce n'est pas encore concrétisé. Mais je pense que le président Macron, il a raison de pousser dans cette direction, d'avoir ce mécanisme de fonds monétaire européen. En cas de crise, d'avoir un instrument beaucoup plus important que le fonds wrangling. Et est-ce que vous défendez son idée aussi qu'il y ait un grand ministère des Finances européen? Est-ce que vous appuyez cette idée? On n'est pas là, madame, on n'est pas là. Je crois que le président Macron le sait. Si on parle de ministre des Finances, on parle de compétences. Et êtes-vous sûr que pour l'instant, à Paris ou à Berlin, on veuille transmettre des compétences à Bruxelles? Je ne suis pas sûr. Et il ne faut pas faire... voler des ballons qui s'éclatent très vite. Donc, je ne pense pas qu'à l'heure, l'Europe est capable de faire cela. Vous parlez de la France et du président Emmanuel Macron. Il y a un an, il prononçait ce discours à la Sorbonne de refondation de l'Europe pour un nouveau souffle, plus d'optimisme. Quel bilan vous dressez-vous au bout d'un an? Est-ce que ce discours a été suivi d'effets bénéfiques pour l'Europe ou est-ce que le bilan est plus que mitigé? Il y a du pour, il y a du contre. Il y a quand même 6 points, je crois, une demi-douzaine de points qui sont très positifs. Regardez le truc des 3% sur les GAFA. Donc, en français, maintenant, c'est sur le numérique. On est en train de trouver, jusqu'à la fin de l'année, une solution. Les grandes entreprises du numérique. Derrière Google, Amazon, Facebook. Et Apple. Il y a cette avancée aussi au niveau du budget pour la défense, la recherche. Il y a les 9 pays, une intervention qui sont prêts à former une intervention, une armée, une intervention en ce qui concerne la défense. Il y a cette coopération au niveau des services secrets. Il y a l'idée qui progresse sur les universités, sur un collectif d'universités européens. Donc il y a des chances. Mais je viens maintenant aux 2 points importants. Entre les Allemands et les Français, qui sont le Fonds monétaire européen et aussi le budget européen. Là, on est un peu encore pourquoi, selon dans les vous, dessous. C'est des positions irréconciliables? Madame Joly, je suis luxembourgeois. Je vis entre les 2 pays qui ont 2 différentes mentalités. Donc, les déclarations tonitruantes, je ne parle pas maintenant du président actuel, mais qui viennent en Allemagne, de n'importe où. L'Allemagne, c'est pas à pas. Ils ont une mentalité de pas à pas. C'est une mentalité qui est basée sur l'intérêt du deutschen Steuerzahler, du contribuable allemand. Ils ont peur que leur argent soit utilisé pour le donner à ceux qui ne respectent pas les règles. Et puis, vous avez la France qui a une politique volontariste en matière de l'euro. Vous avez à nouveau le contraire. Les Allemands, ils veulent briser l'unanimité en matière de politique étrangère.
Là, je crois que les Français, qui sont membres du Conseil de sécurité permanent, ils sont un peu plus... voilà. Donc, ça, c'est la dynamique de l'Europe. Et sur Meseberg, il y a des déclarations. Le truc de l'Élysée, là, l'accord de l'Élysée, qui va être... le traité de l'Élysée va être renégocié. Important aussi à voir. Mais je crois que les Allemands, ils sont un peu dans une situation... précaire parce qu'ils avaient des élections et tout cela. C'était un peu précaire, tandis que les Français, bon, ils étaient, après l'élection, dans une position de force. Le Brexit va jouer un rôle énorme parce que normalement, en matière économique, c'était les Allemands et les Britanniques qui ont joué ensemble. Les Allemands se sont cachés derrière les Britanniques vont disparaître. S'ils disparaissent, je ne sais pas. Et puis, la confrontation entre l'Allemagne et la France sera plus importante. Jean Asselborn, revenons un moment juste sur le problème de la politique fiscale en Europe, puisque vous parliez du contribuable allemand, mais il y a le contribuable européen. On parle encore de 50 à 70 milliards de manque à gagner en raison de ces récrits fiscaux, c'est-à-dire ces contrats secrets qui sont passés entre les autorités dans la légalité, mais enfin qui sont de l'optimisation fiscale entre les autorités et les grandes multinationales. C'est quand même votre pays en est encore spécialiste. Même il y a eu LuxLeaks en 2014, en 2016, ça a encore augmenté le nombre de contrats de ce type qui permettent l'érosion fiscale. Alors, est-ce que c'est pas un peu une Europe des petits pas qui ne va pas vraiment être très convaincant pour les contribuables européens qui seront aussi des électeurs très bientôt? Oui. Madame Alibou, je suis un petit socialiste qui vraiment ne veut pas que mon pays soit utilisé pour que les multinationales ne payent pas d'impôts. Bon. Après LuxLeaks, il faut être correct. Beaucoup de choses se sont passées. Donc surtout les rulings, nous, en 2015, quand on avait la présidence de l'Union européenne, on était à la tête du peloton pour dire qu'il faut une information automatique sur les rulings. Et ça se fait maintenant. C'est les rulings, oui. Ce sont les accords sur les taxes qui sont faits d'avance. Enfin, je sais pas. La planification fiscale. Oui, pour les entreprises. Bon, maintenant, tout le monde doit déclarer... il y a une information, une transparence sur les rulings. C'est déjà beaucoup. Oui. Et les rulings, ce n'était pas le Luxembourg uniquement. Les rulings, c'était pratiquement dans tous les pays de l'Union européenne. Il y a encore des accords qui avantagent certains, et ce sont les fameux GAFA qui sont beaucoup plus avantagés que les petites PME qui sont imposées à 30% alors que les autres n'en payent pas. Je peux quand même vous pouvez être tranquille avec le Luxembourg. Au mois de mars, on avait une visite d'État en France. On a signé un accord de non-double imposition. Et toutes les conditions entre la France et le Luxembourg sont réglées dans cet accord. Donc je crois que la France n'aura plus de soucis à se faire avec le Luxembourg. Je crois que, vraiment, on est sur le BEPS, c'est-à-dire, au niveau de l'OCDE, sur le benefit... sur le shifting, là, sur l'érosion l'érosion fiscale. Il y a le BEPS, c'est un nom anglais, je vais vous le trouver après. Benefit Erosion Profit Shifting, c'est quelque chose comme ça. Alors là, on est vraiment à la tête aussi de ces réformes-là. Et je crois que là, le Luxembourg, on avait une réputation qui n'était pas fabuleuse. Ça, c'est clair, ça, c'est vrai. Mais nous, on était aussi les plus vulnérables parce qu'on est les plus petits. Et on a une place financière, ça c'est clair. Aujourd'hui, vous êtes complètement dépendant de votre système financier. C'est plus du tiers de votre PIB, le monde de la finance et des banques. Oui, madame. Comment est-ce que vous madame. Écoutez, je vais vous dire une chose. Au 19e siècle, on était tout à fait dépendant de la sidérurgie. Vous connaissez la Lorraine, la sidérurgie s'est développée au XXe siècle jusque dans les années 70. Elle s'est écroulée et le Luxembourg était vraiment devenu très précaire et la place financière, elle a pris son envol. Aujourd'hui, juste pour vous dire, nous avons 200 000 frontaliers à Luxembourg, 100 000 Français, 50 000 Belges, 50 000 Allemands qui viennent le jour à 7h30 à Luxembourg, s'ils arrivent, et puis qui repartent le soir. Donc, 200 000 sur 600 000. Sur 600 000 habitants, c'est quand même énorme. On a, je crois, un demi-million d'emplois au Luxembourg, et parce que je pense que nous n'avons pas dormi. Nous avons
essayer de développer ce qu'on peut développer dans un petit pays comme le nôtre. Et ce n'est pas seulement pour le Luxembourg, mais c'est pour toute la grande région autour de nous. Alors on a parlé de LuxLeaks, mais après il y a eu les Panama Papers, après il y a eu les Paradise Papers, qui étaient spécifiquement sur l'optimisation fiscale et qui avaient montré qu'il y avait en gros 350 milliards d'euros de recettes fiscales qui échappaient aux États à cause de l'optimisation fiscale, et c'était 120 milliards pour l'Europe. Les principaux pays concernés par ça, c'était le Luxembourg, Chypre, la Belgique, les Pays-Bas, Malte et l'Irlande. C'est-à-dire 6 pays européens quand même qui sont là. Alors quand on parle de solidarité, comme vous le faites tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas essayer d'aller vers une solidarité fiscale plus grande et puis plus claire et le faire plus rapidement? Mais Monsieur Salle, je suis tout à fait avec vous. C'est pour ça qu'on a changé, c'est pas seulement la législation au Luxembourg, mais la législation en Europe. Et on a vu, au contraire de ceux qui brisent la solidarité en matière d'immigration, qu'ils ne font rien du tout dans cette direction. Nous, au Luxembourg, en tout cas, je pense que les autres pays que vous avez cités, ils savent qu'on ne peut pas continuer ainsi, et on s'est réformé. C'est ça qu'on a fait. Pour éviter à ce que, je le dis encore une fois, des multilatérales profitent de niches dans certains pays pour ne pas payer d'impôts, ce qui est inconcevable et ce qui est aussi injuste, c'est vrai. Alors, il y a le cas d'Amazon, c'est un cas très, très concret, puisque là, il y avait... Oui, ça c'est pour l'instant, c'est toujours... Oui, mais le Luxembourg a dit qu'il faisait appel de la décision européenne. Oui, mais on l'a fait sur... Pour payer les 250 millions d'euros dont il aurait bénéficié en fonction d'avantages fiscaux. Madame Joly. L'Europe dit qu'il faut que Amazon paye au Luxembourg, c'est 250 millions, et vous dites non, on fait appel de ces décisions. Écoutez, et on ne leur demandera pas cet argent. Avec le truc où on mange du steak haché, je ne vais pas dire le nom, c'était la même chose. Et une restauration rapide. Voilà. Et la justice nous a donné raison. Ce qu'on a fait... Monsieur le ministre, il y a la légalité écoutez, et il y a l'équité. Juste terminer la phrase. Ils ont dit, la législation de l'époque, là, c'était pas illégal, mais il faut changer pour l'avenir. Et c'est ce qu'on fait. On va adapter sur le... Vous dites que c'est de la rétroactivité. Oui, c'est la rétroactivité. C'est des trucs qui sont de 2006, 2007. Et on a réformé, madame. On a réformé. Et donc, sur l'autre que vous avez dit, je ne vais pas faire de réclame là non plus, c'est une décision qui est toujours en justice et on va avoir le résultat final. Et puis, le Luxembourg, il va respecter la... Alors, c'est un des gros employeurs. C'est un des gros employeurs au Luxembourg. Au Luxembourg, je crois qu'ils ont 2005. Oui, 2005, oui, d'accord. Oui, donc on ne peut pas dire qu'ils sont à Luxembourg sans emploi. Ce n'est pas des boîtes à lettres, c'est vraiment quelque chose de concret. Non, parce que je voulais dire simplement, il y a deux choses. Il y a la légalité et il y a l'équité. Oui. Est-ce que vous allez mettre en conformité finalement, ce qui, pour être équitable, devrait être légal, c'est-à-dire rendre l'optimisation sanctionnable, punissable? Oui. Écoutez, c'est juste ce qu'on fait. On peut sanctionner l'équité seulement si on a des réformes qui sont concrètes et basées sur des règles européennes. Et évidemment, les directives, il faut les transposer. Nous, par exemple, ça s'appelle ADAT, l'optimisation elle est au Parlement, et tous les pays doivent la ratifier, et on le fait au Luxembourg. On ne veut plus au Luxembourg. Le passé, c'est le passé. On avait le secret bancaire comme la Suisse. La Suisse a déclaré il y a quelques jours que le secret bancaire n'existe plus en Suisse. Nous, c'est déjà des années qu'il n'existe plus au Luxembourg. Donc, on s'adapte. Il faut que, après la crise financière, on a appris quand même notre leçon. Il nous reste quelques minutes avant la fin de cet entretien. Peut-être revenons sur l'Europe et sur les élections. Alors, c'est dans 8 mois, certes, les élections européennes. Est-ce que vous les redoutez, ces élections européennes, notamment, il y a l'abstention, il y a la montée, on en a beaucoup parlé dans cette émission, des eurosceptiques et nationalisme. Oui, à mon avis, je ne la redoute pas. Je me réjouis que l'électeur européen puisse s'exprimer, mais évidemment, c'est une élection cruciale. Très crucial, à un moment clé de notre époque. Le Brexit, personne ne sait ce qui va se passer, mais peut-être que le 29 mars, il y a un accord et puis on va...
Donc, cette alliance me fait peur, ou ces alliances me font peur. Demain, M. Salvini recevra Mme Le Pen à Rome. En Autriche, il y a M. Strache, vous en avez d'autres en Europe, qui, peut-être M. Kaczynski avec M. Orban aussi, il risque de faire un parti qui veut détruire ce qu'on appelle l'Europe humaniste, l'Europe basée sur des valeurs. Et en face, il n'y a pas de mobilisation? Oui, mais il faut la contrer, il faut dire que c'est faux, extrêmement faux. Ben, Salvini, il monte, le parti en Italie, il est à 33%, mais moi je dis, il y a quand même 2/3 qui ne votent pas pour Salvini. Hein. Il faut être un peu optimiste aussi, et dire qu'ils ne sont pas tous de ce côté-là. Et je crois qu'en Europe, à un certain moment, on va comprendre que détruire ce qu'on a construit après la Deuxième Guerre mondiale, basé pour ne pas être à nouveau confronté au nationalisme. Et Mitterrand, hein, il avait raison. Le nationalisme et le faux patriotisme, c'est la guerre. Et c'est pour éviter cela que l'Europe a été créée. Et donc, il faut dire cela. Et puis, il faut que les gouvernements, vraiment, ne vont pas à leur rencontre, mais qu'ils aient tous le courage en Europe. Dans un certain nombre de pays européens, et pas des moindres. Oui, mais vous voyez l'influence, par exemple, de l'AfD en Allemagne. Elle est énorme. Le parti d'extrême droite. Là, ils ne sont pas au pouvoir. Oui, ils ne sont pas au pouvoir, mais ils sont le premier parti d'opposition. L'Autriche, la Bulgarie. Oui, ça fait... Monsieur Sall, en Allemagne, si quelqu'un du gouvernement fait une proposition, ça c'est la règle en Allemagne, le plus grand parti d'opposition a la parole. Donc, tous les soirs, dans le Tagesschau, vous avez l'AfD qui défend ses propositions. La pénétration de l'AfD en Allemagne est terrible, elle est très forte. Et si il y a une déstabilisation dans la coalition et des élections nouvelles en Allemagne, donc je peux vous dire que l'AfD peut dépasser les 20%. Et là, je crois que vous, en France, vous savez ce que c'est. Mais là, les Allemands, l'histoire allemande, les propos qu'ils tiennent, que le monument du Holocauste à Berlin est une schande, c'est une honte, c'est ce qu'ils disent. Donc c'est grave, hein, c'est très grave. Et pour cela, je pense que les gouvernements, en Europe, on doit avoir le courage, et je crois que les grandes familles le font, d'avoir certains repères. Que ce soit la migration, que ce soit les valeurs, que ce soit l'euro, pour être ensemble et défendre ensemble ce qui est l'essence de l'Europe. Finalement, on ne comprend plus grand-chose de ce qui se passe à l'intérieur du Parlement européen. Bien. Est-ce que vous pensez que les grands groupes devraient vraiment se recomposer sur des lignes qui sont simplement... les pro-européens ne devraient pas se mettre ensemble finalement, pour sauver ce qui reste de l'Europe. En quelques secondes, M. Selborn. C'est ce que je voulais dire. Bon, les partis vont rester. Il y aura les libéraux, il y aura les Verts, il y aura les sociodémocrates, il y aura le PPE. Mais ceux qui sont européens, hein, ils doivent trouver peut-être une plateforme, quelque chose où vraiment les paramètres de ce qui est l'essence de l'Europe qui soit défendu contre ceux qui veulent détruire l'Europe. Merci Jean Selborn. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation, de vous être déplacé jusqu'à nous pour répondre à nos questions, celles de Sophie Malibaud de RFI et d'Alain Sall du journal Le Monde et de TV5 Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité, votre intérêt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à Erevan en Arménie pour le 17e sommet de la francophonie. À très vite.